La mythologie chinoise, très certainement l'une des mythologies que je maîtrise le moins. Enfin, que je maîtrise un peu mieux maintenant que j'ai joué et platiné Black Myth Wukong. Ce jeu qui n'est ni un Souls-like, ni un beat'em up, mais plutôt un style à mi-chemin entre les deux, est animé par une histoire et un lore dit cryptique. En d'autres termes, l'histoire du jeu n'est jamais concrètement racontée, et il faut s'intéresser aux écrits mythologiques pour avoir le contexte de ce à quoi on joue, au péril de ne rien comprendre. Bon, mon but aujourd'hui est de vous raconter l'histoire de mon platine, pas celle des écrits, mais pour que vous compreniez le plus important, laissez-moi au moins vous introduire ce platine avec l'histoire de Sun Wukong, un singe à la grande détermination, malheureusement égal à son orgueil, qui finira par devenir une légende, considérée par Bouddha lui-même. Un beau jour, au sommet d'une montagne, un rocher millénaire donna naissance à un singe aux yeux dorés après avoir absorbé nombre de puissances du ciel et de la terre. Vous vous en doutez donc, ce singe est loin d'être ordinaire et possède des pouvoirs qui le mèneront loin. Après avoir rejoint un peuple de singes, Sun Wukong montra rapidement ses compétences et son courage et s'en servit pour mettre son peuple à l'abri en trouvant une source d'eau. Celui-ci se vit alors attitré du rang de roi. Mais très vite, Sun Wukong fut épris d'une obsession pour devenir immortel. De ce fait, il entreprit une quête pour ascender à un rang supérieur, à un rang de dieu. Il quitta donc le domaine dont il était roi et entreprit de traverser des tonnes de territoires hostiles, jusqu'à arriver à la rencontre de l'ancien sage Subhuti, qui détenait les secrets de l'immortalité. Celui-ci le forma aux arts du combat et de la magie, lui permettant par exemple de se transformer en animal ou de se rendre invisible. Une fois revenu à son village armé de tout ce savoir et de ses compétences, Wukong voulait plus et devint arrogant. C'est ainsi qu'il ira voler un immense trésor au roi dragon des mers, un bâton magique ayant le pouvoir de grandir ou rétrécir à volonté. Ma bite! Le goût de ma bite! T'as compris ça ou pas? La bite! Maintenant en possession de cette puissante relique de combat et des arts de la magie et de l'invulnérabilité, il devint une véritable menace pour les dieux eux-mêmes. Ainsi, il ira les défier pour se voir accorder un titre digne du leur. Nombre de fois, il ira semer le chaos dans les royaumes divins, et nombre de fois, les dieux essaieront de l'apaiser avec une récompense qu'il jugera insuffisante. Jusqu'à ce qu'un beau jour, il décide de s'en prendre à la cour céleste et à y mettre une dérouillée aux dieux eux-mêmes qui ne pouvaient pas du tout le contenir. Ce après quoi, Bouddha lui-même dut intervenir. Il imposa donc une épreuve à Wukong qu'il devait remporter s'il voulait avoir ce qu'il convoite. Wukong, trop arrogant, se fit piéger par Bouddha et se fit directement ensuite emprisonner sous une montagne magique pendant 500 ans. Dans les écrits, Sun Wukong sera ensuite libéré et suivra une voie plus sage, moins arrogante, où il finira enfin par ascender au rang de Bodhisattva, un être devenu une légende aux yeux des vivants. Black Myth Wukong est inspiré de cette mythologie, mais avec évidemment quelques coups de tournevis. Au début du jeu, nous incarnerons donc bien Sun Wukong au sommet de son arrogance, défiant les dieux eux-mêmes. Mais après avoir trop joué au nerveux, il se prendra une descente du coude et finira à plat ventre sur le dos en passant au travers d'une montagne. En référence évidemment à celle où il s'est fait emprisonner un demi-siècle. Mais là, à la place, ses restes reposeront dans la pierre d'où il est né, attendant d'être ressuscités par le prédestiné. L'histoire de ce prédestiné est donc un parallèle à l'histoire de Sun Wukong lui-même, où à la fin, il aura deux choix. Devenir la réincarnation de Sun Wukong et de sa vanité, ou tracer sa propre voie et devenir le Bodhisattva qu'il est destiné à devenir. Nous incarnons désormais le prédestiné, et le but de l'aventure est simple. Être le singe capable de ressusciter Sun Wukong en allant chercher les 6 reliques représentant les 6 sens de l'individu. La maison est derrière. Ainsi, la quête commence. Et quoi de mieux que de faire une farce à la population locale en se transformant en pomme pour que celle-ci tente de me becqueter en vain avant que je leur fasse becqueter mon bâton. Bon, j'avoue, il y a mieux comme façon de débuter, mais bon, faut bien montrer de quoi le perso est capable, hein. Bon, du coup, pour ceux qui n'auraient jamais fait le jeu, sachez une chose. Black Myth Wukong, c'est quasiment une centaine de boss à fumer. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a limite plus de boss que de trash mobs. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à en tabasser tout de suite. Après avoir rencontré Tronche de Tubercule, ouais, c'est le surnom que j'ai donné à cette phase de pomme de terre là, celui-ci m'apprendra à me servir des autels, qui sont en gros les feux dans Dark Souls, des endroits pour me régénérer et pour faire réapparaître les mobs alentours. Celui-ci m'apprendra le sort d'immobilisation, qui est vraiment très fort une fois amélioré. Ainsi, armé de ce premier sort, j'irai affronter le premier boss du jeu, le garde-taureau. Bon, il fera plus office de sac de frappe que de véritable boss, mais bon, passons. Une fois vaincu, j'utiliserai mes premiers points de compétence, appelés dans ce jeu les étincelles. Il suffira
Et donc en déverrouillant ma première compétence, j'obtiendrai le trophée Étincelle de pensée. J'atteindrai ensuite le second hôtel du jeu. Ah oui, je vous ai pas dit, mais pour activer un hôtel, il faut faire ça là. Ouais, bah j'espère que des hôtels, y en a pas des masses à activer, parce qu'à cette vitesse, on se rapproche plus rapidement d'un RP Calvas à la Jiraya que du rang de Dieu, hein. Attends. Hop là, la calvache. Juste derrière cet hôtel se trouve le Spectre Errant, ou Zizou pour les intimes. Quoi, vous comprenez pas la blague ? Oh, bougez pas, ça va venir. C'est littéralement le boss le plus fort du jeu. Quoi, vous me croyez pas ? Comment ça, le boss le plus fort du jeu peut pas être aussi tôt dans le jeu ? Tous ceux qui ont fait le jeu savent de quoi je parle. C'est littéralement le seul boss du jeu qui m'a pris 10 tries. Ce boss a de vrais patterns, mais surtout, il est censé être esquivé pour revenir le faire plus tard. Un peu à l'image du cavalier doré dans Elden Ring. Ce qui fait qu'en début de jeu, où votre perso sent la chaussette d'adolescent en pleine puberté, bah attendez-vous à vous faire laver le fion si vous cherchez à le faire direct. Mais vu que je suis quelqu'un de malin, bah évidemment que je vais le faire tout de suite. Ah! Oh shit. Here we go again. Ouais, il faut savoir une chose avec ce jeu, c'est que 90% des boss que vous allez rencontrer, vous allez les faire first try. Genre vraiment, hein, parce que le jeu se veut accessible de manière générale. Mais une pincée d'entre eux peuvent s'avérer un peu plus compliqués. Et lui était clairement le plus dur d'entre eux. Mais c'est le seul qui sera véritablement difficile à cause d'une différence de niveau. Toutefois, il était réellement important de le faire, car celui-ci donne son esprit, soit une invocation surpuissante qui, une fois montée à fond, fait énormément de dégâts. Il existe 54 esprits dans le genre dans ce jeu, et c'est le tout premier que vous looterez. Et vous savez ce qui est le plus drôle ? C'est qu'à mon goût, c'est le plus fort de tous. Ce qui veut dire que désormais, je ne changerai littéralement jamais d'invocation du début à la fin du jeu. Juste après ça se trouve le vrai premier boss du jeu, le Link Zuzi. Ou encore une fois, un sac de frappe, mais cette fois-ci avec un peu plus de répondants. Il a même des phases de stun qui sont très longues, donc ici, rien de bien compliqué. Un seul try suffira pour l'éteindre. Après l'avoir vaincu, je reviendrai dans la zone précédente pour finir mon exploration. Et oui, sachez-le, le vrai gros point fort du jeu à mon sens est justement cette exploration. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et beaucoup de secrets, ce qui veut dire que régulièrement, vous devrez vous TP dans des zones préalables pour finir des endroits que vous auriez notés et pas faits, ou des endroits qui n'étaient pas encore accessibles à ce moment-là. C'est donc ce que je ferai directement et je botterai le fion d'un loup armé d'une lance enflammée. Rien de bien compliqué une fois encore, même si cette fois-ci, il me faudra 2 tries pour le tuer, mais ce qui importe, c'est que celui-ci me donnera le premier sort de transformation du jeu. Ainsi, en l'utilisant, je pourrai dans mes futurs combats prendre l'apparence et les compétences de ce boss que je viens de vaincre. Je peux désormais reprendre l'exploration là où je m'étais arrêté, et je rencontrerai un cheval qui, visiblement, tourne au poulet brocoli des influenceurs. Juste à côté de lui, je trouverai un lieu de méditation qui me fera gagner une étincelle chaque fois que je pose mon derge dessus. Et Esprit de pierre. Esprit de pierre qui ? Pierre Palmade ? Si c'est son esprit qui est là-dedans... Et juste après, je rencontrerai justement un mob qui, visiblement, va aux mêmes soirées que Pierre Palmade. Ah mec. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Oh l'erreur. Comment on fait là ? Et je botterai le fiac d'une grenouille géante, la première d'une longue série. Waouh, ouais, ça tabasse, hein. Et ça stun en plus. Vous comprenez pourquoi je l'appelle Zizou maintenant, c'est bon ? Et puis je ferai face à Bandemou, Gangmou, un boss animé uniquement par la lâcheté qui tentera de m'envoyer tout son tiroir d'encens à la tronche et en se téléportant à l'autre bout du monde dès que c'est possible. Je le tuerai du premier coup, mais c'était franchement chaud étant donné qu'il ne me restait vraiment que dalle de vie. J'en profiterai d'ailleurs pour me transformer pour la première fois. Et oui, car en se transformant, c'est la barre de vie de la transformation elle-même qui prend le dessus. Ce qui fait qu'en cas de grosses difficultés, vous pourriez gagner du temps et des dégâts qui pourraient changer la donne. Une fois Croque-Mou vaincu et étant reposé à l'hôtel qui suivra, je ferai la rencontre du fauve des X-Men. C'est lui qui s'occupe des améliorations de la gourde et des boissons. Et oui, car dans ce jeu, vous vous soignez à l'aide d'une gourde.
Gourde qui peut avoir différentes capacités ou bénéfices selon vos choix. Dans cette gourde se trouve une boisson, qui vous donne un second effet sur votre gourde. Et dans cette boisson peuvent se mettre des additifs, vous ajoutant encore des effets après l'utilisation de votre gourde. Voilà, c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? En choisissant mon premier additif et en le mettant dans la boisson qu'elle-même je mettrai dans ma gourde, j'obtiendrai le trophée. Sauvage de courage. Juste après quoi, c'est le noble Blanche-Robe qui voudra se prendre sa branlée First Strike comme il se doit. Ce fan de Tokyo Hotel à la tronche de reptile est le premier boss avec un moveset intéressant, mais se fait massacrer tellement vite qu'on n'aura même pas le temps d'en voir la couleur. C'est également le premier boss à avoir 2 phases, et après que celui-ci se transforme en Gorgone, il se prendra les coups de gourdin nécessaires jusqu'à ce que correction s'en suive. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, c'est lui qui me défie dans un premier temps, mais une fois la chiquette infligée, étonnamment, il veut plus se battre maintenant? Ah bah oui, tiens. Bah voyons. Maintenant, il veut plus se battre. Ayant fouillé toutes les zones du chapitre 1 consciencieusement, j'y aurais trouvé et sonné les 3 cloches cachées, me transportant directement à la première zone secrète du jeu. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me rendis compte que le tout premier boss caché n'était nul autre que Zizou version Gold. Du coup, évidemment, je commence à paniquer et me dire que tel Materazzi, je risque de me faire mettre à l'horizontale très rapidement. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais par chance, cette version est nulle à chier. Bon déjà, en plus du fait que ces patterns sont nuls et lents au possible, bah le fait est que je suis bien plus puissant qu'au début du jeu, et surtout, il est entouré de mobs qui me heal si je les tue. Donc évidemment, un first try vraiment très simple en d'autres termes. Temple de la souillure. En ressortant de cette zone secrète, je trouverai d'ailleurs la cape inifuge sur le cadavre pendu. Mon tout premier artefact du jeu me permettant d'être insensible au feu pendant une période modérée après activation. En reprenant mon exploration, je serai confronté au roi du vent noir. Et en parlant de vent, j'espère d'ailleurs qu'il n'y en a pas beaucoup sur le terrain, parce qu'avec les étiquettes décollées qui se trimballent, il risque au minimum de perdre l'équilibre. Ce boss fight est d'ailleurs d'après moi le premier du jeu qui n'est pas vraiment amusant, étant donné que le boss sera en quasi-permanence immunisé dans son brouillard, et Dieu sait à quel point je déteste les combats scriptés, bordel de cul. Enfin bref, quoi qu'il arrive, il finira quand même par se faire tabasser avec insolence, mais au bout du second try. Celui-ci, sur le point de se faire exterminer, prendra la poudre d'escampette comme le lâche qu'il pense être, ce après quoi la tronche de tubercule m'apprendra le sort que ce gourgandin utilisait, le mirage brumeux, un spell me rendant invisible et me permettant une frappe dévastatrice pour conclusion. Après cette leçon de sortilège, j'apprendrai une leçon de technicité. En effet, je tomberai dans une embuscade où des tonnes de lâches sans respect me cribleront de flèches dans tous les sens. Ce qui n'a absolument rien de frustrant, me direz-vous. Mais c'est là que j'apprendrai le double saut caché du jeu. En effet, le jeu ne dispose pas d'un double saut directement, mais en sautant, puis en faisant une attaque lourde, votre personnage gagnera en hauteur, à la manière d'un double saut. Cet apprentissage me sera d'ailleurs très utile par la suite, puisqu'il me donnera accès à nombre de zones qui à la base ne seraient pas accessibles sans ce mouvement. Mais d'abord, je dois tabasser Baloo version démoniaque, soit le boss final du chapitre 1, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, bah en fait il est grave simple. Bah ouais, j'ai déjà appris énormément de sorts et de transformations, et le simple fait de rester dans son dos vous permettra d'esquiver naturellement les 3/4 de ses attaques. C'est donc du premier coup, et sans verser la moindre goutte de sueur, que j'imprimerai son âme sur le sol avant de le réduire en poudre cosmique. Vent noir ardent. Chapitre 2 maintenant, où nous passons des forêts luxuriantes à des plaines arides. Bon, plaines arides, ok, mais ça nous empêchera pas de tomber sur une grenouille comme second boss. Soit le boss le plus facile du jeu jusqu'à présent d'ailleurs. Après ça, je tomberai sur une plante qui veut me tuer, la première d'une longue série, et puis je tuerai des mobs avec le syndrome de la combustion spontanée. Mais genre, une combustion bien vénère quoi. Je te dis même pas la taille du KFC qu'ils ont dû se bouffer juste avant. À peine remis de mes émotions, je devrais affronter le premier double boss du jeu, sachant qu'il y a 2 issues à ce combat. Soit je tue le plus petit en premier, ce qui me permettra de récupérer son esprit mais manquer celui du deuxième boss, et manquer également un futur boss, soit je tue le plus gros en premier, c'est-à-dire l'option que je vais choisir, pour avoir justement le cas de figure inverse. Quoi qu'il arrive, je devrais donc faire une NG+, pour avoir les 2 possibilités. À peine ces boss vaincus sans le moindre problème, J'avais un peu oublié que les mecs, ils avaient de l'aérophagie dès qu'ils meurent, les mecs ils font péter la zone avec eux, quoi. Enfin bref, ouais, du coup, je disais, à peine ces 2 boss vaincus sans le moindre problème, je me déciderai à finir d'explorer le village. Et là, sans crier gare...
Wesh. Un boss surprise est venu me chercher à 10 bornes de son arène de combat, sans même s'assurer que j'étais consentant, et je devrais lui séparer la tête des épaules sans la moindre préparation préalable. Vous vous souvenez quand j'ai fumé le gros boss et que j'ai laissé partir le plus petit? Eh bien laissez-moi vous dire que ça m'étonnerait même pas que celui-ci ait été éduqué à la ZUP, étant donné qu'à peine le dos tourné, celui-ci ira chercher son grand frère de 210 kilos pour me le faire regretter. Mais pas de chance pour lui, je suis en grande forme, et je lui nettoierai le fondement. Même s'il faut le mentionner, ce saligo aura quand même réussi à avoir ma peau une fois. Quelques minutes après, je ferai face au tigre de l'avant-garde, soit le vrai premier boss technique du jeu. Et étonnamment, je l'ai fumé en 5 tries, ce qui est 5 fois plus que la majorité des boss préalables, mais 2 fois moins que le spectre errant quand même. Mais plus sérieusement, je m'attendais quand même à mettre bien plus de temps. En effet, sur les 4 premiers tries, il m'a vraiment détruit. Mais pour aucune raison, je l'ai vraiment nettoyé d'un try à l'autre dans le plus grand des irrespects. Genre, je suis passé du statut de me faire laver le fion au statut de je l'ai déglingué sans même qu'il puisse faire quoi que ce soit. La difficulté de ce boss réside dans sa rapidité et ses coups fulgurants et surtout enchaînés, avec des délais parfois énormes. C'est donc en d'autres termes le premier boss du jeu où il faudra apprendre un minimum les patterns. Dans la foulée, j'affronterai des porcs-épics morts-vivants aux allures de Whoopi Goldberg un lendemain de soirée pyjama, je me ferai embuscader par 3 ninjas sous coke et je massacrerai la population locale qui semblait déjà au bord du gouffre. Ça, c'est du mérite, bordel. Bon, et puis après, rebelote, hein, sur un pont, je fumerai un boss dégarni qui m'a fait une entrée de zinzin avec une condescendance pas possible, mais qui a pris un aller-retour dans la face comme on n'en fait plus. Puis je taperai l'avant-garde de Pierre, un tas de briques qui tangue beaucoup, mais qui est tellement lent que même Pierre Ménès le fumerait à la course. Puis boum, un petit coup de toboggan ensablé pour recroiser Monsieur Sans Tête qui me remettra un des sorts les plus forts du jeu, la touffe de multiplicité, me permettant de créer des clones qui, une fois améliorés à fond, vont simplement supprimer les boss à ma place. Puis j'activerai un hôtel supplémentaire, ce qui me rapprochera encore et toujours de la calvasse divine. Mais pas le temps de se lamenter sur mon crâne dégarni, puisque je fumerai dans la foulée Quasimodo, ou plutôt Quasimerdo, vu son niveau de jeu. Et je trouverai le tout premier endroit à activer avec le tambour-rochet, pour déverrouiller l'accès à une zone secrète. Ouais, le tambour-rochet, c'est un item qu'on m'a remis plus tôt mais que j'ai pas mentionné, tu l'as capté. À force d'exploration, je rencontrerai Xianxu, caché dans une jarre, qui me proposera la possibilité d'échanger des noyaux mentaux, soit un matériau peu commun, contre des améliorations permanentes de vie, mana, endurance, défense et j'en passe. En échangeant mes premiers matériaux contre du mana, j'obtiendrai le trophée. Concoction créative. Atteignant la fin du chapitre, je me dis que ce serait bien de finir l'exploration complète de la zone avant d'en décamper. Je commence donc par ramener à boire et à bouffer aux facochères du coin, puis je déglinguerai un boss AFK, quoi de plus satisfaisant que de défoncer une créature qui se défend même pas, sans déconner. Je trouverai des yeux de Bouddha dans tous les sens, 6 pour être précis, avec lesquels pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Je vais donc désormais décider de fumer le boss final du chapitre, ce après quoi je reviendrai faire les secrets des 2 premières zones. Je vous présente le Sage du Vent Jaune, le boss que je considère être le pire du jeu. Le genre de tas de foutre frustrant comme on en fait peu, un ragondin géant avec la tête momifiée de sa belle-mère sous le coude. C'est le boss qui m'a demandé le plus de try du jeu après le spectre errant, soit 9 pour être exact, mais m'a demandé pour la première et unique fois de tout le jeu d'utiliser un remède de boost de dégâts. En effet, ce boss est le premier du jeu à vraiment avoir une vie énorme, rendant le combat très long et laborieux. Et même si au début le combat est facile, à la fin, ça veut juste plus rien dire. Le mec sort des limites de la map, ce qui m'empêche de le frapper alors que bordel de cul, il est à 2 cm, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Ouais, les murs invisibles dans ce jeu, on en a pas parlé, mais alors, c'est une sacrée maladie. Ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas vu un jeu avec des murs invisibles tous les 10 cm. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'il revient dans la map qu'il va devenir touchable pour autant, hein. Et vas-y qu'il t'envoie des clones de sable dans la tronche, et vas-y qu'il te fait tomber des immeubles de sable sur la ganache qui est one-shot, et à la fin, on a carrément touché le sommet de la connerie, vu que ce baltrou met des tornades de sable partout sur la map. Ce qui fait que tu ne peux même plus jouer correctement, étant donné qu'il y a toujours une tornade de sable pour te stun. C'est littéralement insupportable. Enfin bref, du coup tu l'as capté, littéralement le pire boss du jeu qui a sûrement été conçu par les cotorep et stagiaires payés au lance-pierre de l'équipe. Mais une fois cet insolent congénital dégommé, nous serons au moins récompensés avec un trophée. Le suceur de boules intergalactique qui a fait ce combat. Oh mon dieu.
Nous voici donc maintenant dans le chapitre 3, mais je décide à ce moment de m'occuper des secrets des zones antérieures. Dans l'arène du grand frère de la ZUP, j'utiliserai Zizou pour déglinguer le mur de son giga coup de tête. Celui-ci me révélera une zone secrète dans laquelle je récupérerai les écailles de Long. Cet item me donnera accès à des zones pour combattre justement les Long, des dragons légendaires qui me remettront des récompenses inestimables. Je commencerai donc à combattre le premier d'entre eux, dissimulé derrière une cascade de sable. C'est un boss assez intéressant qui vraiment change des autres, qui me fera retry 4 fois avant de comprendre qu'il faut utiliser l'environnement pour le vaincre. En effet, celui-ci fera des attaques esquivables uniquement si je grimpe sur des rochers. Bon, une fois que vous avez compris ça, le boss est clairement de la rigolade, et une fois vaincu, celui-ci me rafalera de loot. Juste après ça, je trouverai un tas de pierres inertes, et je lui remettrai les 6 yeux de Bouddha que j'ai trouvés au préalable, ce qui déclenchera un combat. Ou plutôt, une exécution, sur le Shigangdang. Celui-ci me remettra d'ailleurs le cœur de pierre, ce qui nous fait maintenant un point commun. Je trouverai ensuite le deuxième endroit où utiliser le tambour rochet, puis le troisième, où je serai invité à me jeter au fond d'un puits. Au fond de ce dernier se trouve le tigre enragé, qui peut faire peur à première vue, mais qui prendra son meilleur first try. Ce boss n'a vraiment pas de vie du tout, mais ça se comprend quand tu vois la rapidité de l'exécution de ses attaques. Une fois vaincu, ce boss m'offrira son esprit et une nouvelle gourde. Puis je retournerai voir le phacochère, et après l'avoir nourri et abreuvé, celui-ci n'hésitera pas une seule seconde à vouloir me fumer. Quelle indignité. Bon, du coup, je vais lui faire becter mon bâton, mais n'étant pas rancunier, celui-ci, une fois vaincu, me donnera accès à une zone secrète, une zone alternative, où j'y affronterai une autre version du tigre de l'avant-garde bien plus gentille, et le Fuban, un gigaboss scarabée énorme que je devrais affaiblir pour que le sage du vent jaune, vous savez, ce boss de fion nourri au smegma radioactif là, vienne me prêter main forte dans ce combat épique. J'ai tout fait. J'ai tout fait, il arrivait juste pour mettre le coup final, l'enflure. Bon, revenons maintenant au chapitre 3, soit le chapitre le plus long du jeu. À lui tout seul, il doit au moins durer le même temps que le chapitre 1, 2, 5 et 6 réunis. À peine arrivé, je serai confronté à un singe assolant qui me servira de sac de frappe pour me chauffer pour la suite. Et très rapidement, je tomberai sur King Jong-un. Kang Jin-long, pardon. Ouais, enfin bon, avouez quand même que ça prête à confusion, non? Ce dragon céleste fera ce que je préfère le plus au monde. Il sera constamment inatteignable à 120 mètres de haut, ce qui rendra le fight vraiment dynamique et intéressant, n'est-ce pas? Non. Une fois vaincu, le singe insolent vaincu précédemment me mettra en prison, soit la zone la plus infecte du jeu. Une zone où vous devrez faire des tonnes d'allers-retours, où tout se ressemble, et où de manière régulière, une saloperie de toupie géante absorbera votre vie de moitié sans même vous demander si vous êtes d'accord. Dans cette zone, il faudra bien tout explorer pour tuer un boss qui vous donnera accès aux cellules, et donc à du loot et des quêtes. Il faudra bien tuer toutes les phases de lampadaire pour un bibelot, et surtout, rester solide mentalement pour ne pas devenir un macaque IRL. Surtout quand tu vois les mobs de la zone, comme ces saloperies de cochons volants avec leur attaque de glace. Ouais, encore une phrase à ajouter à la liste des phrases que j'aurais jamais pensé dire de toute ma vie. Une fois cette zone du diable complètement explorée, je serai confronté au Capitaine Voissage, un boss gigantesque avec des patterns intermittents qu'il faudra esquiver proprement pour ne pas se faire enchaîner. Le but sera de l'affaiblir pour lui mettre une frappe critique dévastatrice dès que l'occasion se présente. Rien de bien compliqué une fois encore, je l'ai saccagé du premier coup, et laissez-moi vous dire que c'est sacrément satisfaisant après une zone de chiasse pareille. Je décide maintenant de revenir au chapitre 1 pour tuer le Long Rouge, caché derrière une cascade. Un boss marrant qui, une fois stun, ne se relèvera jamais. Donc en d'autres termes, un sac de frappe supplémentaire, sachant en plus que si vous tapez dans son sac à dos, il explosera comme une paire de bourses après 10 ans d'abstinence. Une fois ceci fait, je reviendrai au chapitre 3, et me voici maintenant dans les zones les plus gigantesques du jeu à explorer. Et donc vous vous en doutez, avec des tonnes de boss à dessouder. Je tomberai aussi sur le troisième Long caché. Non mais regardez-le, le pauvre! Ils l'ont juste mis là tout seul à attendre comme un demeuré, sans déconner. Bon, c'est pas parce qu'il me fait pitié que ça m'empêchera de lui mettre la correction du siècle. Et une fois fait, bah on enchaîne, hein, parce qu'il y a encore 3458 boss à péter, là. On peut jouer ou... Je vous demande de vous arrêter. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir.
c'est ma place de méditation. Rends-la-moi. Et nous arriverons enfin, après toutes ces âmes innocentes à exterminer, au boss final du chapitre 3. Alors oui, ça paraît court comme ça, hein, mais faire le chapitre de fond en comble en prenant bien son temps, c'est à peu près 8 heures en découverte. Pendant ce boss fight, il faudra d'abord dérouiller la tronche du sourcil jaune, puis celle du singe volant insolent pour nous permettre de combattre le vrai boss de la zone, sourcil jaune une fois encore, mais dans sa version plus vénère. Ce vieux monsieur sera une vraie plaie. En effet, celui-ci a des attaques de zone bordéliques et surtout, il a une mécanique d'immunité qu'il faudra briser à l'aide d'une attaque lourde chargée pour le stun et pouvoir continuer à lui faire des dégâts. Il s'agira aussi d'un des premiers boss du jeu avec une immunité à certains sorts, rendant le fight un peu plus compliqué et forçant à utiliser des stratégies. Ce boss peut vraiment être très frustrant quand vous devez charger une attaque pour le stun qui prend à peu près 10 secondes à charger pendant qu'il vous spamme d'attaques à esquiver, mais je trouve dans la définitive qu'il est quand même assez bien équilibré. Il me faudra au total 6 tries pour en venir à bout et savourer le trophée qui en découlera. Habile foutaise de ces grands mangeurs de mort. Ainsi, j'arriverai au chapitre 4, soit mon chapitre préféré, mais comme d'habitude, je retournerai au chapitre antérieur pour y finir les secrets d'hiver. Pour commencer, je retournerai voir Shenlong, un boss préalablement vaincu, pour me donner accès au village, soit le hub du jeu où iront tous les PNJ une fois cet endroit déverrouillé. C'est aussi à cet endroit que je planterai les graines lootées aléatoirement sur les plantes du jeu, qui me permettront de récupérer des matériaux fréquemment. Et c'est aussi dans ce village monde du tableau que j'y rencontrerai le forgeron, où j'améliorerai une armure pour la première fois. Martelé à la perfection. En défiant le forgeron en duel, celui-ci me permettra d'augmenter mon nombre d'emplacements de bibelots et me permettra également d'obtenir sa transformation pour être encore plus puissant. Mais pour ça, il faut d'abord le vaincre, et laissez-moi vous dire que ce boug n'est pas forgeron pour rien. Cet enfoiré ne va clairement pas se laisser faire, et je mettrai 3 tries pour le vaincre. Ses coups sont certes lents, mais le délai qui en découle est justement très contre-intuitif. Ce en plus de quoi, il passera sa vie à se TP en full ninjutsu. Non mais sans déconner, regardez-moi cette tronche d'insolent! On dirait qu'il a rien dans le crâne, et c'est pourtant lui qui nous fracassera le nôtre, jusqu'à ce qu'il en soit vidé de toute substance. Après avoir sauvé un trou de balle qui mourait de froid alors qu'il était littéralement à 15 mètres de 3 feux de camp, celui-ci nous déverrouillera l'accès à un boss caché sans saveur, complètement nul à yesh, mais avec des phases scriptées infinies où on ne peut rien faire à part regarder son spectacle de cirque. Ce genre de boss en carton où tu ne peux absolument rien faire à part attendre qu'il finisse une phase immunisée, franchement, je comprendrai jamais. Non mais sans déconner, c'est le boss ou c'est moi qui a payé le jeu 70 balles? C'est moi! Alors pourquoi c'est le boss qui joue à mon jeu? C'est pas possible! Ouais, désolé, j'avais ça sur le cœur, fallait que ça sorte. Nous voici désormais de retour dans le chapitre 4. Un chapitre à l'ambiance, au boss et aux secrets incroyables. Mais bon, avant toute chose, comme d'habitude, c'est surtout un nombre de boss plus que conséquent qui nous attendra. Tiens, ce boss-là d'ailleurs, il y a un loot secret dessus, mais on y reviendra en NG+. Encore. Tu ne changeras jamais. Bah j'ai dodge, mais bon bah... Dans ce chapitre, il y a aussi la room la plus horrible du jeu, une zone assez petite avec des dizaines d'ennemis volants, des ennemis infects qui passeront leur vie à esquiver les coups sans que vous ne puissiez rien faire, mais qui vous oblitéreront à 5 contre 1 dès que c'est possible. Et puis ensuite, je mourrai 2 fois sur un pont avant de comprendre qu'il faut passer en mode invisible. Par la suite, je serai confronté au Long jaune, soit le dernier des longues, et également le plus puissant. Et contre toute attente, il va mourir first try, et ce dans le plus grand des irrespects. À première vue, il me paraissait giga puissant, mais au final, tout s'est tellement bien passé que je l'ai défoncé. C'est d'ailleurs sa transformation que je garderai jusqu'à la fin du platine, tant je la trouve cool à jouer. Une fois ce long jaune exterminé bien salement, j'obtiendrai le trophée de tous les avoir vaincus. Il est nul, nul. Après ça, je réaffronterai une grenouille. Ça fait beaucoup là, non? Même si en soi, on sait vraiment pas ce qu'elle peut foutre ici. Ce après quoi, Badgier me défiera en duel. C'est l'heure du duel! Badgier est un petit sanglier tout mignon qui me suit depuis le début du chapitre 3. C'est en effet mon compagnon de route qui m'a d'ailleurs aidé pendant certains combats. Bon, même si aider, c'est clairement un bien grand mot, hein. Mais c'est aussi et surtout le compagnon fidèle et meilleur ami de Wukong dans les écrits mythologiques. Malheureusement, celui-ci a été capturé par la daronne araignée et sera manipulé pour me combattre, dans sa forme originale dans un premier temps, puis dans sa forme sauvage. Une fois vaincu, il sera recapturé par la vieille araignée que je devrais affronter pour qu'enfin Badgier soit tranquille.
Donc en soi, une grosse série de combats de boss remportés first try, même si la fin du combat de l'araignée doit être pliée rapidement, puisqu'elle se déroule sur sa toile, qui vous collera au sol de manière absolument pas frustrante si vous la tuez trop lentement. Une fois vaincu, toutes ces engeances se lanceront à ma poursuite. Non mais regardez ça, on dirait l'ouverture des portes de la PGW, sans déconner. Mais par chance, le script fera son boulot puisque même les araignées qui pouvaient me coincer feront gentiment demi-tour ou disparaîtront sous le sol. Ah, je reconnais, c'est des araignées en scénarium. Une fois tiré d'affaire tant bien que mal, je referai un tour au village, où je récolterai mes plantes pour la première fois. Récolte fructueuse. Reprenons maintenant le chapitre 4, où une belle flopée de boss attendent de se faire oblitérer. Commençons par le commandant Scarabée, qui, comme un bon lâche qui se respecte, me tombera dessus avec tous ses disciples, ce qui entre nous me rappelle de délicieux souvenirs de Châtelet-Léal, mais là n'est pas le sujet. C'est donc sans remords que j'invoquerai mes sauces pour le dézinguer. J'enchaînerai ensuite sur la deuxième rencontre avec le Daoïste au venin, que je priverai de tous ses bras, mais certainement pas de chocolat, puisque j'enchaînerai en lui marbrant la tronche façon Papy Brossard. Celui-ci m'ouvrira la zone secrète du chapitre 4, dans laquelle je trouverai le Seigneur Scorpion, certainement l'un des boss les plus forts du jeu, qui me demandera 6 tries pour le tuer. Bon là pour le coup, c'est lui qui m'a marbré la tronche, et bien comme il faut. Il a énormément de vie, il met énormément de dégâts, et enchaîne avec des combos très longs, ce qui demande de faire très peu d'erreurs pour s'en sortir. Ça enchaînera ensuite avec un militant CGT qui prendra 2 coups de gourdin avant de ranger sa palette et aller se faire foutre. Tout ça pour terminer avec le boss final de la zone secrète, le voile du crépuscule, qui n'est pas sans rappeler une version Wish de la présence lunaire de Bloodborne. Sauf que là, c'est bel et bien mon cordon ombilical imaginaire que cette créature voudra becter. Et il me faudra bien 4 tries pour la tuer tant le fight est long et le boss tape fort. Sans parler des phases scriptées à n'en plus finir que je déteste tant. Cependant, en organisant un divorce entre sa tête et le reste de son corps, j'obtiendrai le trophée. Ce boss me donnera un artefact très important qui me servira bientôt. Une aiguille, qui à la manière de l'arme de Yondu, me suivra partout une fois activée pour m'aider à défoncer mes opposants. Et ce, sans même avoir à siffler. La zone secrète du chapitre 4 terminée, il est enfin temps de retourner dans la zone principale. Et c'est là que je ferai une erreur qui me fera obtenir 2 trophées seulement bien plus tard. Mais pour ma défense, j'étais pas au courant. En finissant d'explorer la zone, j'ai aperçu un endroit où je devais y récupérer le dernier des 4 talismans violets pour une quête secondaire. Mais en voyant ce boss au loin, je me suis dit qu'il s'agissait d'un boss optionnel à faire avant. Sauf que non, il s'agit en réalité du boss final de la zone. Et en le tuant, je ferai louper la quête des talismans que je devrais refaire en NG+. Bon, pas de panique, de toute façon ça change rien étant donné que je devais quand même faire une NG+, jusqu'au chapitre 5 pour le platine. Me voici donc malgré moi en 1v1 face au maître daoïste aux 100 yeux, qui me demandera 4 tries pour être tué. Son fight est long et divisé en 3 phases. Pendant la première, je serai assisté par ses filles. Pendant la seconde, ce sera un 1v1 traditionnel. Et pendant la dernière, ce trou de balle urticant m'infligera un état de lenteur extrême, ce qui finira par me tuer 3 fois. Parce que, je pouvais juste pas jouer en fait. Au pire, tu prends carrément ma manette et t'éteins mon écran, comme ça on n'en parle plus, non? Ouais, ça c'est ce que je pensais au moment où je me suis fait fumer pour la 3e fois d'affilée sans rien pouvoir faire. Mais très vite, je me rappelle que peu de temps avant, j'ai loot une aiguille, qui en plus de faire des dégâts, me donnera la possibilité d'interrompre le boss pour retirer le debuff de ralentissement, ce qui en fait désormais un boss ridicule, duquel je peux tabasser l'insolence avec nonchalance. Tiens, prends ton coup de boule, tête de nœud. Nous voici désormais dans le chapitre 5. Dans ce chapitre, je commencerai avec une petite corrida sauvage, je combattrai la hache robuste sous une pluie de rochers enflammés avant que celui-ci ne se rende et devienne mon ami, je fumerai un chariot, j'enchaînerai avec le père des pierres, un boss qui prendra son meilleur first try mais qui m'interpellera rapidement du fait qu'il semble tenir un squelette entre ses mains, ce qui veut forcément dire qu'il a un lore trop cool. Je m'amuserai ensuite à molester la population locale, noob. Je me ferai gangbang. C'est un homme faire. Je fumerai un chariot, j'enchaînerai sur les boss les plus trolls du jeu. Ah, si jamais j'avais su qu'un jour je fracasserais la tête de Fabien Barthez lui-même faisant office de boss, j'y aurais jamais cru. Je découvrirai également que les renards peuvent voler. Ah!
Encore un double boss de troll par la suite, et je déglinguerai First Try, le gardien des montagnes brûlantes, une première version d'un boss qu'on reverra plus tard, et qui donc est très gentil pour l'instant, même si en effet, il est uniquement animé par la lâcheté. Pendant l'intégralité du combat, il se contentera de m'envoyer ses sbires factices au visage, en terminant par mon poteau, le cheval bodybuildé. Une fois vaincu, le prédestiné montrera des signes de faiblesse et commencera à convulser pour aucune raison. Mais très vite, il reprendra ses esprits, avant de retaper un chariot Aldi-Marché dissident. Dans la foulée, je pèterai un champignon de Paris militant pour les produits bio, je me ferai rouler dessus par une gigantesque boule. Wesh, mais il retourne après en arrière. Oh, dur. Petit First Try sur l'avant-garde de Silex qui m'a tendu une embuscade avec tous ses potes. Petit First Try sur la mer des Flamillons qui m'a tendu une embuscade avec tous ses potes. Ouais, décidément, ils sont munis d'une sacrée paire de burnes, hein, les boss de ce jeu. Et j'atteindrai la porte de la zone secrète que je dois comprendre comment ouvrir. Du coup, je reprends le chemin de l'histoire et je m'attaque au boss final du chapitre. Dans un premier temps, j'aurai une petite discussion avec Perfouras version bovin périmé, avant de fumer un garçon rouge. Ouais, va peut-être falloir que je bip ça au montage, moi. Et je finirai par affronter sa version ultime, le roi Yashka, qui me mettra 2 fessées avant que je puisse le tuer. Ce boss est extrêmement rapide, avec des attaques qui atteignent 87 mètres de distance, et également avec des attaques scriptées infinies pour me dérober mon âme avec arrogance. C'est une fois encore le genre de boss où il faudra un minimum apprendre les patterns pour s'en sortir haut la main. Mais une fois celui-ci tabassé proprement en lui envoyant ma tribu de monkey à la tronche, j'obtiendrai le trophée. La fin de combat tellement nulle. Putain. En finissant ce chapitre, j'obtiendrai également l'éventail, soit le 4e et dernier artefact du jeu. Trésor. Comme d'habitude, je prendrai la décision de ne pas faire le chapitre 6 tout de suite, et je reviendrai dans le 5 pour y finir les petits secrets. Vous vous souvenez de mon poteau le cheval bodybuildé là ? Bah, il se trouve qu'en le battant dans le combat du gardien, j'ai libéré son âme du sort tragique qu'il a connu, et je pourrai récupérer son fouet, ainsi que son sort de transformation. Désir inassouvi. Dans la foulée, je sucerai l'âme de la boule. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et je ferai la quête du guerrier à la hache, qui me dira que j'ai fumé tous les chariots sans lui, et que du coup, bah il avait le seum, parce qu'il voulait leur casser les dents lui aussi. Du coup, on se retrouvera là où se trouve le dernier d'entre eux, pour se le fumer à 2. Mais j'ai à peine eu le temps d'arriver que cet imbécile s'est fait mettre à l'équerre sans rien pouvoir faire. Ah bah ça valait bien le coup de me dire que tu voulais m'aider, hein. Je te laisse seulement 3 secondes tout seul et t'arrives à te faire pulvériser. Bon, du coup, je m'engagerai dans la foulée à le venger et celui-ci m'ouvrira l'accès à la zone secrète du chapitre 5. Zone dans laquelle je dévorerai une paire de boules. Ouais, n'hésitez pas à regarder l'écran quand je dis ce genre de truc parce que quelque chose me dit que ça éviterait quelques malentendus, hein. Et je m'attaquerai à la bête bichuie, soit l'un des boss du jeu les plus vénères tout confondu. Il est extrêmement rapide, dévastateur, enchaîne des combos de fou, et surtout, il vous enflamme la tronche à la moindre chiquette derrière la tête. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que je l'ai fumé en 5 tries seulement, et sans la cape inifuge. En d'autres termes, comme un homme solidement membré. Bon, ça a clairement failli mal se terminer, puisque je l'ai vaincu alors qu'il me restait que quelques HP. Mais une fois ceci fait, cette bestiole me remettra un trophée bien mérité. Oh la vache. Bon, comme d'hab, après un combat difficile, ça repart en anévrisme. Et on se dirigera vers le chapitre 6, une zone énorme où des tonnes de combats de boss nous attendent. Pour commencer, un boss avec une tête de main. Bon, c'est à ce moment-là que je me dis que s'il avait un frère avec une tête de bite, au moins ça ferait une belle paire de branleurs. Mais bon, là encore, ça n'est pas le sujet. Un rhinocéros en or, un boss qui, s'il prend une attaque chargée dans le visage, verra sa défense se briser et stun pendant assez longtemps. Le cerf marche-nuage, qui a clairement plus de répondants que les 2 cerfs de Elden Ring réunis. Le fils des pierres, qui profitait tranquillement de la vie avant que j'arrive pour lui faire amèrement regretter. Un sanglier. Ouais, on va considérer que c'est un boss, hein. Et le boss qui m'a rendu le plus fou du jeu. Alors, il faut savoir que tous les boss du chapitre 6 jusqu'à présent ont été fumés first try. Mais là, sachez que la fête est finie. Cette grenouille de tous ces morts me demandera 5 tries, mais qui me rendront littéralement fou. Cette biatch passera son temps à s'immuniser et il me faudra 2 frappes entièrement chargées pour lui retirer son immunité. Ce qui est quasiment impossible quand tu sais qu'elle attaque 10 fois par seconde avec une range de zinzin. Du coup, ma strat était simple, attendre qu'elle se désimmunise pendant des plombes avant de lui rafaler le cigare avec tous mes spells. Je pense que c'est réellement le fight qui m'a le plus saoulé du jeu.
Mais heureusement, le fight qui va suivre est pour moi à l'inverse, le meilleur et de très très loin. Mais d'abord, j'obtiendrai le trophée d'avoir fumé la dernière des 6 grenouilles. Après avoir dompté une sauterelle géante, je devrais rétrécir pour entrer dans l'estomac de Badgier afin d'y annihiler une menthe religieuse qui tente de le détruire de l'intérieur. Ce combat est littéralement parfait. L'arène est diaboliquement stylée, le boss n'a pas 3 km de vie, sa difficulté est basée sur sa rapidité et il n'y a aucune phase scriptée, ainsi que aucun combo interminable, ce qui veut dire que le combat est fluide et qu'il faut réellement apprendre les patterns pour réussir. C'est littéralement le seul combat du jeu que j'ai trouvé absolument parfait sur tous les points. Il remplit toutes les cases d'un duel incroyable, et il me faudra au moins 7 tries pour en venir à bout. Mais bordel, quel plaisir! Si seulement tous les combats du jeu étaient à cette image, bordel, ce que ça aurait été un jeu de fou, quoi. Après avoir vaincu tous les boss m'ayant remis toutes les pièces d'armure de Sun Wukong, je mettrai la main sur son arme légendaire. Comme un zob le bâton. De grandir à volonté. J'imagine que s'il faisait plus froid, il serait plus petit. Je trouverai ensuite un boss optionnel, le Shingangdang géant, qui me one-shottera une fois en bonne et due forme, avant que je comprenne où me placer pour le fumer sans le moindre effort. Sur lui se trouvera le 5e et dernier Skanda, que je devrais remettre à Shenzu pour récupérer la dernière pilule du jeu, pour le trophée. Repas médicinal. Les pilules sont des items qui augmentent mes statistiques de façon permanente, donc laissez-moi vous dire que c'est plutôt important. Il est temps maintenant de faire la fin alternative du jeu, qui est soit dit en passant, la vraie fin du jeu. Celle-ci s'amorce dans une zone du chapitre 3. Depuis celle-ci, je ferai face à Erlang, la divinité sacrée qui a explosé la cervelle de Wukong au tout début du jeu. Ce fight est le plus épique et le plus tendu de l'histoire. Il me faudra 8 tries pour en venir à bout, un combat éprouvant, avec une panoplie énorme de patterns à contrer, dont une poignée qui one-shot clairement en cas de hit. Ce boss a également la possibilité de retourner la plupart de mes sorts contre moi. Plusieurs techniques m'ont néanmoins simplifié la vie. La première est d'utiliser l'artefact éventail qui stun le boss dès le début du combat pour passer facilement sa P1 et pouvoir le relancer avant la fin du combat. Il faut utiliser une seule fois l'immobilisation au tout début du combat et ensuite attendre d'invoquer les singes qui immobiliseront pour réimmobiliser ensuite sans craindre l'immunité. Parce que ce boss, comme je vous l'ai dit, a la possibilité de retourner mes sorts contre moi si je les utilise plus qu'une seule fois. Et surtout, tactique la plus efficace, lui balancer tous mes spells d'affilée au moment où il est bien ancré au sol. Mais comment je tape à côté, mais qu'on m'explique? Ouais, ça c'est quand j'avais pas encore compris que ce boss évite aussi, dans la plus grande des insolences, les attaques chargées, et ce, avec un mouvement nonchalant insupportable. Comme si c'était une attaque insignifiante alors que c'est littéralement une des attaques les plus fortes du jeu. Bon, une fois tout ça mis en place, je lui fumerai enfin sa grosse daronne et nous poursuivrons le combat dans nos formes kaiju. Et là, laissez-moi vous dire que ça part pour du gameplay satisfaisant plus. Non mais regardez-moi ça, sans déconner. Je vous mettrais bien tout le combat en entier si ça déglinguait pas le rythme de la vidéo. Là, l'objectif est très simple. Il suffit juste de frapper et de prendre un maximum de plaisir sur la chorégraphie. Là, c'est clair que le moment de la revanche a sonné comparé au combat juste avant. Et à l'image des écrits mythologiques de la cour céleste, je manquerai ouvertement de respect à coups de patate dans le citron des 4 rois célestes jusqu'à ce que décès fulgurants s'en suivent. Après quoi, ce sera au tour de Erlang SSJ4 de prendre sa pilule, et une fois celui-ci vaincu, je serai remercié avec un bon gros trophée. Maintenant que la vraie fin est débloquée et que le prédestiné est en route vers sa boudeilleté, il est temps de me diriger vers la pierre renfermant l'esprit de Sun Wukong, à l'intérieur de laquelle je devrais entrer pour utiliser les 6 reliques acquises tout au long de mon aventure pour réveiller le singe céleste arrogant de sa sieste prolongée. Je combattrai donc son enveloppe pour qu'une fois vaincu, l'essence de Sun Wukong se réincarne au travers du prédestiné. Et laissez-moi vous dire qu'à l'instar du singe, son enveloppe est tout aussi arrogante. Je veux dire, cette saloperie aura réponse à tout ce que je fais. Elle me bottera le derche avec nonchalance, retournera mes sorts contre moi. Merde, elle va même se permettre de m'immobiliser pendant que je me soigne pour me piquer ma gourde et boire dedans. C'est quel genre d'insolence, ça? Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. Hein? T'as craché dans ton yap? Ah ça, laissez-moi vous dire que personne ne boit dans mon yop. Hein. Du coup, je compte bien lui faire regretter. Une fois vaincus, les 6 sens émergeront de l'enveloppe et se réincarneront à travers le prédestiné. Et si Sun Wukong était déjà mort depuis longtemps? Et si tout ce que je vous ai raconté depuis le début de la vidéo ne s'était pas encore produit? Et si le prédestiné était Sun Wukong? Alors ça voudrait dire que tout le chemin reste à faire.
Tout ce chemin où il défierait les dieux, se libérerait du diadème maudit qui se resserre à chacune de ses fautes, envahirait la cour céleste et défierait les dieux, avant d'être puni, repenti, et d'accéder au rang de Bodhisattva. Une histoire qui se répéterait comme une boucle, mais cette fois-ci avec un prédestiné qui ferait le bon choix. Ça y est, le jeu est enfin terminé. Ça veut dire qu'il est temps maintenant de programmer la route pour les trophées restants. Il faut savoir qu'il y a énormément de trophées d'items à récupérer. Pour le platine, il faut tous les objets de soins, tous les bibelots, toutes les graines, tous les lieux de méditation, tous les sorts, tous les esprits, toutes les pilules, que j'ai déjà récupérées, toutes les formules, tous les portraits, tous les bâtons et toutes les armures. Ce qui fait beaucoup, je vous l'accorde. Sachant en plus que certains de ces items seront à farm en NG+, puisqu'ils n'existent pas en NG. Comme certains items de boss qui ne sont pas en nombre suffisant si on fait le jeu une seule fois. Avant de lancer cette NG+, néanmoins, je ferai le nécessaire pour chercher tout ce que je peux avoir dès maintenant, pour être sûr de ne rien louper une fois que je lancerai cette nouvelle partie plus. Dans un premier temps, j'obtiendrai la gourde suprême. Ouais, j'avais déjà trouvé cet endroit auparavant, mais il faut la gourde monter à fond pour débloquer l'interaction au PNJ, et donc au feu de camp pour déverrouiller la gourde. Dans la foulée, je trouverai une graine de date de feu, la dernière graine du jeu qu'il me manquait en finissant l'histoire, que j'ai dû farm quelques minutes pour obtenir. C'est juste que je pensais comme tout. Ah bah let's go. Je m'attendais pas à l'avoir là. Je farmerai tous les bibelots, additifs et esprits que je peux toujours obtenir, mais il m'en manquera littéralement un seul dans chacune de ces catégories, que je ne peux pas avoir en NG et pour lequel il faudra absolument lancer une NG+. J'irai ensuite chercher le dernier lieu de méditation du jeu qu'il me manque. Le fou de moi quoi. J'y crois pas. Il m'en manquait un seul, et c'est littéralement celui qui était le plus évident que j'ai réussi à manquer. À vrai dire, je sais même pas comment j'ai fait pour le louper. Ouais, avec moi, plus c'est évident, plus il y a de chances que je foire. Et je finirai enfin cette première run en craftant les bâtons que je peux craft, et en allant chercher les armures uniques qui se dropent sur des mobs assez rares. Mais par chance, je les aurai toutes assez vite. Par exemple, je dropperai le casque insecte sans même le vouloir dès le premier mob, j'aurai la tête crâne d'œuf en 7 tries, et le protège bravagera en seulement 2 tries. Voilà, maintenant que j'ai fini mon farm de NG, il est désormais temps de lancer cette NG+, pour récupérer la pincée d'item qu'il me manque. En lançant cette game, j'obtiendrai le trophée de faire cette action, et celui de choper le dernier sort du jeu, qui ne se loot qu'en lançant cette nouvelle partie plus. Licence obtenue, ouais, il était dur ce trophée. J'ai morflé pour l'avoir celui-là. Maître de la magie, et bah allons-y. Bon, bah laissez-moi vous dire que si déjà le jeu était simple, bah en NG+, c'est complètement lunaire. Vous êtes beaucoup trop fort pour le jeu, et chaque boss n'est désormais plus qu'un insecte insignifiant, prêt à se faire écraser sous le poids de votre supériorité. Après quelques temps, je tomberai sur les 2 boss du chapitre 2 que je devrais tuer dans un ordre différent pour cette fois-ci, pour avoir l'esprit du petit bonhomme qu'il me manque, soit le dernier des 54 esprits du jeu, pour le trophée. En changeante, let's go. Juste après ça, je retrouverai Shengxu qui me vendra la dernière formule du jeu, qu'il vend uniquement en NG+. Let's go, toutes les formules. J'obtiendrai ensuite le dernier bibelot du jeu, un bibelot que j'ai loupé de peu pendant ma NG. En effet, pour l'obtenir, il faut tuer les 9 faces de lampion qui se trimballent dans la pire zone du chapitre 3. Sauf que ces derniers apparaissent uniquement pendant la phase du debuff, et qu'ils sont facilement ratables. Pour l'anecdote, il ne me manquait qu'un seul des 9 à tuer, et je l'ai loupé parce qu'au moment de lui mettre le tout dernier coup pour le tuer, celui-ci a disparu. Ça, laissez-moi vous dire que c'est vraiment pas de chance. Ce qui fait évidemment que je me suis barré, étant donné qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il était impératif de le tuer pour obtenir son bibelot. Mais bon, maintenant que l'erreur est réparée, le trophée peut tomber. Bien l'étrange collection, ouais... Hop, ça c'est fait. Regarde-le. Moi je dis Hagra. Hagra. Hagla. Hagla. Hagra. Il est pourri de boss, il en NG+, regarde les dégâts qu'il me fait. Tue-moi, wesh. Hein? Il vient de se tuer tout seul. Ouais, pour le coup, ça m'arrange pas qu'il se fume tout seul, parce que ce boss doit perdre 4 de ses bras avant la fin du combat pour me remettre une armure unique manquable.
D'ailleurs, avant ce boss, je vous conseille fortement de faire une save cloud, car il faut lui péter 4 de ses 6 bras, mais ça lui retire une très grosse portion de vie, ce qui fait que vous pouvez le tuer avant de le faire et donc manquer l'armure. Si c'est le cas, vous devrez refaire une game complètement. De ce fait, il faut vraiment jouer avec le bâton le plus faible du jeu, hein. Vraiment j'ai joué en NG+, avec le bâton le plus faible, celui de départ, pour être vraiment sûr de lui péter ses 4 bras avant qu'il meure, et même avec ça, c'était limite. Sachant que je me suis vraiment concentré à uniquement lui taper ses bras. Bon, par chance, tout s'est très bien passé pour ma part, donc je n'ai pas eu à recharger de save. Me voici donc de retour à l'endroit où j'ai foiré la quête des talismans violets en NG. Pour ne pas refaire la même connerie, cette fois-ci, je retirerai bien le dernier talisman avant de faire le boss final de la zone. Ce qui m'opposera à un boss scripté, le dernier personnage de tout le jeu qui me manquait pour avoir l'intégralité des portraits du journal. Et voilà, portrait perfectionné, c'était bien lui qui me manquait. Du fait que j'ai maintenant tous les portraits, je peux enfin acheter la dernière gourde, qui ne se débloque qu'en NG+, qu'après avoir complété le journal complètement. De ce fait, en l'achetant, j'aurai désormais l'intégralité des items de soins du jeu. Let's go, Prim du Brathers. Il ne me reste désormais qu'un seul objectif, atteindre la zone secrète du chapitre 5 pour obtenir les derniers items de boss nécessaires au craft des dernières armures et bâtons. De ce fait, en ouvrant un coffre caché et en remettant une chiquette derrière la tête de la bête bichoui, j'aurai assez de matériaux pour craft les derniers bâtons et les dernières armures du jeu. Tous les bâtons sont créés, let's go. Et toutes les armures sont créées. Ce qui veut dire... Bon, eh ben c'était un beau platine, hein. Bon, rien de bien compliqué, hein, mais carrément cool pour sûr. Bon, de mon point de vue, le jeu a quand même pas mal de défauts techniques. Les frame drops sont constants et parfois abusés, surtout dans le chapitre 3 qui est quasiment injouable par moment, tant vous passez vraiment constamment votre temps à 5 FPS. La surutilisation de murs invisibles nuit clairement à l'immersion, ce qui est clairement dommage quand tu sais que l'exploration et le level design sont de très gros points forts du jeu. Les boss sont parfois beaucoup trop scriptés et très simples la majorité du temps, et le gameplay à mi-chemin entre un beat'em up et un Souls-like peut s'avérer frustrant par moments, puisque les movesets de votre perso sont très lents, mais une esquive ne peut pas interrompre une attaque, ce qui veut dire que vous assisterez très souvent à votre personnage qui n'écoutera clairement pas ce que vous lui dites. Et il vous faudra donc très régulièrement spam une touche d'action pour qu'elle soit effective dans le jeu, ce qui pose de très sérieux problèmes de fluidité du coup, surtout dans les fights qui ont un rythme plutôt rapide. Mais bon, étant donné que de base le jeu n'est pas exigeant, ça peut être frustrant, ça c'est clair, mais pas de quoi s'énerver non plus. En résumé, le jeu est grave cool, malgré ses défauts, et le platine est à l'image du jeu. Très simple, même s'il y a énormément d'items à aller chercher, selon les gens ça peut être chiant, mais moi perso, j'ai toujours adoré ce jeu de chasse au trésor pour avoir tout ce qu'il vous faut pour remplir votre liste d'objets à trouver. Donc non seulement ça ne m'a pas posé de problème, mais en plus j'ai beaucoup aimé. Du coup pour le platine, je lui mets la note de 2 sur 10 en difficulté. En soi, si vous trouvez le jeu simple comme à peu près tout le monde, le platine ne vous demandera aucun défi particulier. Et en termes de fun, je lui mettrai un petit 7 sur 10. Comme je l'ai expliqué auparavant, j'ai beaucoup aimé le jeu certes, mais avec des réserves étant donné l'aspect technique assez faible général. Mais bon, c'est le premier jeu du studio, donc on leur pardonne, parce qu'ils ont quand même fait sacrément fort pour un premier opus. Bon maintenant rappelez-vous, l'arrogance, la condescendance, la nonchalance, même si elles sont synonymes d'une confiance en soi, ne vous seront jamais bénéfiques. À l'instar de Sun Wukong, ce sont des valeurs qui au final vous emprisonneront dans votre solitude. À la place, choisissez plutôt l'humilité, la modestie et la sagesse, qui ne sont au final qu'une manière différente d'interpréter cette même confiance en soi. Mais ces valeurs-là, elles au moins, ne pourront que vous mener au sommet, que ce soit dans vos objectifs ou dans le cœur de ceux qui vous entourent.